Versailles, le plus grand château du monde. Chaque année, 7 millions de visiteurs parcourent ce monument unique, mais aussi son parc somptueux. Car son prestige, Versailles le tient également de ses immenses jardins, où l'eau jaillit de toutes parts dans un balai unique au monde. C'est la magie de l'eau. On est dans quelque chose de totalement irréel et de surpuissant, en fait. Un spectacle aquatique qui nécessite aujourd'hui comme hier la parfaite maîtrise d'un gigantesque réseau hydraulique qui comptait jusqu'à 1600 effets d'eau. Aujourd'hui, il n'en reste plus que le 10e, donc on n'a aucune idée de ce que c'était. À l'époque, Louis XIV veut un jardin rêvé et démesuré. Louis XIV va voir ce que personne n'a. Aucun roi n'a telle débauche de puissance de jet d'eau. Pourtant, le site est totalement inapproprié pour y faire jaillir de l'eau. Il n'y a pas d'eau à Versailles, ou très peu. Pour relever ce défi insensé, Louis XIV s'entoure de grands noms. Colbert, Le Nôtre, Vauban. Mais il fait aussi appel aux meilleurs savants, à l'origine d'inventions étonnantes. C'est la première fois qu'on voit intervenir les meilleurs scientifiques sur les grands chantiers. On va chercher par tous les moyens à amener de l'eau. Disproportionnées, les volontés royales vont provoquer une révolution des techniques hydrauliques. C'est du jamais vu. On n'a jamais eu un système de distribution pareil. On n'a pas une évolution, on a une révolution. Et pour prendre le dessus sur la nature, le roi Soleil n'a aucune limite. Des ouvrages maçonnés gigantesques, un labyrinthe tentaculaire de canalisation, des mégastructures exceptionnelles. À l'époque, on construit la machine de Marly, la plus complexe au monde pour relever un défi contre nature, faire remonter l'eau. On va parler de la 8e merveille du monde. C'est une merveille. Louis XIV a dompté la nature. Pour ces travaux pharaoniques, jusqu'à 30 000 ouvriers sont mobilisés. 40% du budget total de Versailles sera dépensé pour réaliser cet énorme chantier hydraulique. C'est quelque chose d'énorme. On a modifié le paysage de l'Île-de-France avec ça. Quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui, on se demande comment est-ce possible. Alors, comment est né ce chantier hydraulique hors norme? Quels défis technologiques les fontainiers ont-ils dû relever? Comment les ingénieurs, savants et jardiniers ont-ils pu réaliser de tels exploits? Plongez dans les eaux de Versailles. Avec ses 800 hectares de jardin, le château de Versailles est le plus grand au monde. Dans son immense parc, 34 bassins, 55 fontaines proposent un spectacle inédit, comme au temps de Louis XIV. Chaque année, les grandes eaux attirent des millions de visiteurs du monde entier. Au XVIIe siècle, il n'était que quelques milliers de privilégiés à pouvoir admirer l'œuvre démesurée du roi Soleil. Le commun des visiteurs, des courtisans, voit le faste, voit la fontaine qui joue ou qui joue pas, en tout cas le faste, la dorure, le marbre, la statuaire. Donc c'est même pas 10% de ce que l'ensemble du réseau est. Car pour donner vie à ces jardins, des générations de fontainiers ont imaginé un gigantesque réseau hydraulique bien dissimulé. C'est comme un iceberg. Vous avez la partie la plus belle, au soleil, à la lumière, qui est visible, et vous ne voyez pas l'essentiel, qui est plus de 90%, qui est sous la terre, ou éloigné dans des réservoirs, dans des étangs qui sont à des kilomètres de Versailles, dans des lieux marécageux. Des exploits techniques insoupçonnables. Tout commence le 17 août 1661, à quelques kilomètres de Versailles, dans un autre château. Invité à une fête somptueuse, donnée en son honneur par le surintendant Fouquet, le jeune roi Louis XIV est marqué par les jeux d'eau du château de Vaux-le-Vicomte. Et donc, lorsque Louis XIV arrive sur la colline, à l'arrière du château, la première chose qu'il voit, c'est de nombreuses fontaines tout en eau qui magnifient le château qui est en contrebas devant lui. Donc pour lui, c'est un symbole de pouvoir, d'esthétique, de magnificence
qu'il n'avait pas du tout, lui, à son jeune âge. Vaux-le-Vicomte est un modèle que le tout jeune roi veut dépasser. Le roi est jaloux. Il est jaloux. Dans les jours qui suivent, on arrête Fouquet. Le roi récupère tous les gens qui ont travaillé pour Fouquet pour construire quelque chose de plus beau que ce qu'avait Fouquet. Louis XIV va voir ce que personne n'a. En fait, il a voulu s'inspirer de Vaux-le-Vicomte, mais en faisant beaucoup, beaucoup mieux. Et il va le faire, à 20 km à l'ouest de Paris, à Versailles. En 1661, Louis XIV transforme l'ancien pavillon de chasse de son père pour en faire le symbole de sa puissance. Et pour cela, il a un rêve, créer un jardin somptueux où joueront une multitude de fontaines jaillissantes. Parce qu'un château ne peut pas se concevoir sans jet d'eau, sans jardin. Cela fait partie du standing. L'eau est rare. Les fontainiers, ingénieurs sont capables de maîtriser, de conduire l'eau, sont peu nombreux. Et on veut avoir évidemment ce qui est rare et ce qui est aussi un spectacle. Seulement, contrairement à Vaux-le-Vicomte, le site choisi pour installer la nouvelle résidence royale à Versailles ne se prête pas du tout à l'installation de fontaines. Pour pouvoir les faire fonctionner, il faut beaucoup d'eau. Or, il n'y a pas d'eau à Versailles, ou très peu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune rivière qui traverse Versailles. On était sur une butte avec des marécages autour, on va dire plutôt des zones humides, et un étang naturel juste à côté, mais complètement envasé. Donc on n'était absolument pas dans un cadre favorable pour la création d'un réseau hydraulique. Et pourtant, s'il n'y a pas d'eau à Versailles, le roi ordonne qu'on l'y amène. Il charge Colbert, son tout nouveau surintendant des bâtiments, de trouver tous les moyens d'y parvenir. C'est le début d'une course à l'eau. Et donc, pendant tout le règne de Louis XIV, il va y avoir de très grands travaux pour amener de plus en plus d'eau, pour faire jouer de plus en plus de fontaines et de jeux d'eau. Donc c'est la face cachée du chantier, en réalité. Au moment où commencent les travaux, en 1661, la seule ressource naturelle est l'étang de Clagny. Il n'est qu'à quelques centaines de mètres du château, mais situé en contrebas. L'étang de Clagny, lui, il est à une vingtaine de mètres en dessous de la terrasse du château. L'eau doit donc être remontée jusqu'au château. Le premier choix de Louis XIV, dès 1664, est de construire des pompes pour élever l'eau de l'étang de Clagny. L'intendant des fontaines, Denis Joly, imagine une pompe à piston actionnée par 2 manèges à chevaux dans une tour d'eau. Formée de grandes salles octogonales, entre lesquelles s'élève la tour centrale, l'édifice est surmonté d'un réservoir en plomb. On élève l'eau au-dessus dans un château d'eau et ensuite on fait passer l'eau par conduite, sous pression, en siphon, depuis le château d'eau vers les réservoirs du château. Et le fontainier est là pour ouvrir la vanne et que l'eau, par son propre poids cette fois-ci, descende à la demande à travers la vanne jusqu'à alimenter le jet des terrasses. En fait, pour obtenir un jet d'eau, les fontainiers utilisent le principe gravitaire. L'eau doit être placée dans une réserve suffisamment en hauteur pour descendre jusqu'à la fontaine. Sous l'effet de son poids, elle jaillit sous pression. Des réservoirs, avec leurs machines élévatrices, sont donc construits sur et même sous la terrasse du château. Les réservoirs sous terre, ils sont en pierre de taille, bien taillés. Ce sont des cathédrales. C'est vraiment spectaculaire. Grâce à ces nouvelles réserves, la capacité de distribution d'eau augmente de plus de 9000 mètres cubes, l'équivalent de 2 piscines olympiques par jour. Mais elle est encore bien insuffisante. On s'aperçoit que, en fait, on peut faire fonctionner ces fontaines pendant une demi-heure, mais au bout de cette demi-heure, il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Et d'un autre côté, l'étang de Clagny s'épuise. Parce qu'il est alimenté par une vague nappe phréatique, il s'épuise, donc il faut trouver de l'eau ailleurs. Et là, on essaye de faire des tests avec des eaux de source. Il a fallu trouver d'autres ressources, donc capter l'eau cette fois-ci au sud de Versailles, dans la vallée de la Bièvre,
La Bièvre, c'est beaucoup plus bas que Versailles, donc il fallait pareil remonter de l'eau. Cette fois, l'eau, captée à 4 km de Versailles, doit être élevée de 60 mètres. Pour relever ce défi, on privilégie une autre technique, celle des moulins à vent à godets. Vous avez une chaîne à godets, comme une chaîne de vélo, sur laquelle il y a des godets. Vous tournez, au passage, ils prennent de l'eau, ils la remontent, et en haut, quand ils basculent, ils la vident dans une canalisation. C'est un moulin qui entraîne un système qui pompe l'eau jusqu'en haut de la colline, et après ça redescend gravitairement jusqu'à Versailles. Donc on surmultiplie les machines, on s'étend dans l'espace. Grâce à ce premier système hydraulique, le roi peut inaugurer le 17 avril 1666 les premiers effets d'eau. Au total, une douzaine de fontaines alors existantes. Mais le problème de la mécanique hydraulique est que ça casse en permanence. On n'a pas à cette époque de fer d'acier sûr pour pouvoir produire des pièces efficaces et solides. On est tout le temps en train de faire du démontage et raccommodage des manivelles. Il faut des dizaines et des dizaines de chevaux pour les pompes à chevaux. On dépend de l'énergie animale ou de l'énergie naturelle. Quand on n'a plus d'eau sur la Bièvre, quand on n'a plus de vent pour faire tourner les eaux des moulins, cette solution de la mécanique hydraulique, c'est un échec technique et économique. Le système de pompage des étangs ne donne pas pleine satisfaction. Impossible de faire jouer toutes les fontaines en même temps. Pour satisfaire le roi, les maîtres fontainiers imaginent alors une solution provisoire. Courir d'un bassin à l'autre pour actionner les jets sur son passage. On ouvre d'abord une fontaine, et lorsque le roi est parti du bosquet, on ferme cette fontaine pour ouvrir la nouvelle. Et chaque fontainier se prévenait avec des coups de sifflet. Les vannes ne sont pas visibles. Et donc les fontainiers qui l'ouvrent à la clé à lire, ils sont derrière les treillages et on ne les voit pas. Alors le geste, il est extrêmement simple, hein. Il reste le même. On tourne cet objet qui, avec sa largeur, permet d'avoir plus de force. Donc c'est le même geste, et ce geste-là, en fait, il fait partie du patrimoine. Le stratagème des fontainiers permet aussi au roi de s'imposer comme le maître de la nature. Dès 1672, Louis XIV écrit un mode d'emploi pour visiter ses jardins. La promenade du roi, c'est un spectacle. Donc le roi, par sa présence, va faire que le lieu s'embellit. La présence du roi crée les jeux d'eau. Mais Louis XIV exige que cette magie de l'eau soit permanente. Le roi veut de plus en plus de bosquets, de plus en plus de jeux d'eau, et ensuite il veut que ça tourne sans interruption. C'est là où est le grand défi. Donc il faut aller chercher l'eau de plus en plus loin. Donc on s'aperçoit très vite que les eaux de source ne vont pas être suffisantes pour faire le grand jardin que veut faire Louis XIV. Une bataille incessante pour trouver de l'eau commence. Et pour la mener, le roi convoque les meilleurs scientifiques. En 1666, il crée un collectif de savants, l'Académie des sciences. Il fait venir les vrais savants autour de lui pour travailler sur ces questions de l'eau, sur ces questions de machines hydrauliques que l'on peut inventer. Donc on est prêt à embaucher, accueillir tous ceux qui peuvent apporter une solution technique, donc construire des machines, des captages de sources, des aqueducs pour avoir de l'eau. Face à l'ampleur sans précédent du chantier, astronomes, physiciens, mathématiciens, les savants de toute l'Europe sont mobilisés pour inventer des solutions techniques et scientifiques. Car pour la première fois, les paysagistes travaillent sur des centaines d'hectares. Ils doivent prendre des mesures de plusieurs kilomètres. Des proportions démesurées qui soulèvent des problèmes jusqu'alors inconnus. Comme lors du percement du Grand Canal en 1668. Le jardinier André Le Nôtre a pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins. Et dans le prolongement du château, il veut créer une perspective sans fin, grâce à une immense pièce d'eau, le Grand Canal. Il fait creuser un bassin immense long d'1,650 km. Mais avec de telles distances, André Le Nôtre doit résoudre un problème d'optique. Le Grand Canal, c'est une grande croix.
Et si on ne transforme pas la forme du bassin, si la tête du canal n'est pas agrandie, disproportionnée sur le territoire, on aura l'illusion d'un canal qui part en pointe. Or, André Le Nôtre veut obtenir une perspective infinie. Et pour cela, le jardinier crée une anamorphose, une illusion d'optique. En agrandissant les proportions des bassins les plus éloignés, il donne l'impression de conserver un aspect rectiligne sur toute la longueur. Il faut faire des relevés, il faut faire un arpentage, il faut tout redessiner et on peut ainsi créer cette illusion de perspective vers l'infini. Le chantier est démesuré. 11 ans de travaux. 500 000 mètres cubes de terre pour réaliser le grand canal à remuer à la pelle, à la brouette. Donc vous imaginez l'ampleur de ces travaux. Donc on a un grand canal qui est absolument gigantesque, qui fait un très beau miroir d'eau. Le jardinier André Le Nôtre a réussi une œuvre à la mesure du roi. Ou plutôt à sa démesure. En 1674, la totalité des rives sont illuminées par des milliers de lampions. Le Grand Canal offre alors le cadre de fête mémorable. Mais il joue également un rôle pratique. Situé à un point bas dans le parc, il reçoit l'eau qui s'écoule des fontaines situées dans les jardins en amont. Mais problème, le domaine royal mesure désormais plus de 700 hectares, l'équivalent d'un millier de terrains de foot, et le roi veut toujours plus de fontaines. Au fur et à mesure que le réseau se construit, qu'on amène de l'eau, il en faut de plus en plus. Et à ce moment-là, on se pose la question, où va-t-on aller chercher l'eau? Et on est parti vers une course effrénée, une quête de l'eau qui n'était pas prévue au départ. Les académiciens doivent à tout prix trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, quitte à proposer les projets les plus fous. Pierre-Paul Riquet, l'homme qui avait fait le canal du Midi, a proposé à Colbert d'amener à Versailles l'eau de la Loire. Et il dit qu'il a tiré des niveaux donc depuis la Loire et que ces relevés altimétriques montrent qu'on peut amener l'eau jusqu'à Versailles. L'idée séduit Louis XIV, qui est prêt à débourser 2 400 000 livres pour le projet, une somme colossale pour l'époque. Seulement, la Loire se situe à 200 km de Versailles. Pour vérifier la faisabilité du projet, une nouvelle fois, les savants doivent innover. Un astronome et physicien, l'abbé Picard, va créer un outil révolutionnaire. Il reprend le principe du traditionnel niveau à fil permettant de tracer et mesurer les hauteurs de terrain. C'est exactement lorsque vous visez quelque chose en faisant comme ça pour déterminer l'axe. Donc on a quelqu'un qui fait une visée et au loin on a quelqu'un avec une mire. Mais il y ajoute une lunette de visée astronomique. Cette lunette à niveau avait la particularité d'avoir des verres convexes. Donc une vraie lunette avec des verres convexes. Donc il faut imaginer, c'est quand même des verres très perfectionnés. Dès lors, on relève toujours l'angle décrit par le fil à plomb, mais le point à niveler est visé non plus à l'œil nu, mais à la lunette. Et là, au lieu de faire des visées à 30 mètres, on peut faire des visées à 300 mètres, voire même au-delà. Et l'autre innovation, c'est d'avoir été capable de mettre le fil à plomb dans un tube en verre, ce qui évitait les coups de vent, d'éviter toute perturbation autour, et donc ce fil à plomb était en permanence stable. Donc toutes les mesures étaient d'une grande précision et on peut dire que pendant 100 ans, il n'y a pas grand-chose qui a été fait de mieux. Avec ce niveau topographique à lunettes, l'abbé Picard obtient une précision encore jamais atteinte. Grâce à toutes ces modifications, il a pu augmenter la précision de ses mesures d'un facteur 10, donc ce qui a éliminé beaucoup d'incertitudes. Et l'abbé Picard peut montrer de manière très précise, très calculée, que le projet de la Loire est irréalisable, infaisable. Grâce à son invention, l'abbé Picard prouve que le niveau de captage de la Loire à l'endroit prévu est en dessous du site de Versailles. L'eau arriverait plus bas que le pied du château. Impossible de faire jaillir des fontaines.
Et Colbert se félicite de tout cela en disant, grâce à ce recours assez scientifique, j'ai pu éliminer toute une série de projets fantaisistes. Mais grâce à cette lunette révolutionnaire, l'abbé Picard fait une autre découverte déterminante. Les plateaux environnants ont l'avantage de surplomber Versailles. L'abbé Picard vient de trouver une nouvelle solution pour alimenter les fontaines. Créer un réseau d'étangs pour recueillir l'eau de pluie qui ruisselle. Et donc cette lunette à niveau a permis de faire des nivellements autour du château, sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, et de trouver les points où on pouvait créer des étangs artificiels. On va chercher d'abord les ressources les plus proches et puis on s'éloigne de plus en plus, donc à chaque fois les défis sont de plus en plus importants. À partir de 1675, de gigantesques travaux sont entrepris pour relier pas moins de 15 étangs entre eux, par une rivière artificielle qui s'étend jusqu'à Rambouillet, à plus de 33 km de Versailles. Malgré son incroyable étendue, ce réseau tentaculaire d'étangs et de rigoles fonctionne sur un principe simple, par le seul recours à la pente. On fait le choix d'amener d'énormes quantités d'eau sur des réseaux de plusieurs dizaines de kilomètres de long, grâce à l'hydraulique gravitationnelle, l'écoulement naturel de l'eau. C'est le principe gravitaire qui a le plus été retenu pour les grosses masses d'eau, parce que c'est le plus simple à entretenir. Il y a juste à curer des aqueducs souterrains, à les nettoyer, à laisser libre la circulation des eaux. Et ça, c'est assez simple à surveiller, à mettre en œuvre. Mais c'est l'importance des travaux qui ont été faits. C'est quelque chose d'énorme. On a modifié le paysage de l'Île-de-France avec ça. Car pour ramener l'eau à Versailles, les ingénieurs sont confrontés à toujours plus de défis. Comme pour franchir la vallée de la Bièvre. Ils réalisent d'abord un immense conduit. Mais les canalisations ne résistent pas à la pression. On édifie alors l'aqueduc de Buc, à 45 mètres de hauteur. Au total, 25 aqueducs. Près de 200 km de rigoles sont construits en 10 ans pour drainer l'eau de pluie. Des travaux pharaoniques, suivis de très près par Louis XIV. Même lorsqu'il est absent de Versailles, il veut constamment être informé de leur état d'avancement. À la guerre, il a envoyé des messages tous les jours pour demander d'avoir des nouvelles de ces fontaines. Il écrit à Colbert pour lui demander comment se passe la construction de mes réservoirs à Versailles. Est-ce que vous avez fait les tests hydrauliques? C'est un souverain pressé et exigeant qui veut tout savoir, qui donne des ordres, qui dit la qualité n'est pas bonne, il faut me recommencer tel ou tel travail. Louis XIV va ainsi modifier durablement l'aspect de la région. Il a prouvé que l'on pouvait transformer le territoire. Et c'est devenu un exemple, que ce soit en France ou en Europe. On n'est plus dans cette gestion du territoire où on fait avec l'hydrographie qui est là autour de nous. Grâce à ce réseau gravitaire, les fontaines de Versailles peuvent enfin fonctionner plusieurs heures par jour. Pourtant, ce système des étangs présente un inconvénient de taille. On a un problème. On n'a pas de source. Sur les plateaux, ce sont des eaux de ruissellement, c'est-à-dire des eaux de pluie. Et les années où il ne pleut pas, le niveau des étangs baisse. Donc on risque de ne pas avoir assez d'eau. Les étangs artificiels qui sont créés dépendent de la météo. Les eaux qui ne baissent pas, ce sont les eaux de rivière. À 7 km à peine de Versailles, à Marly, il y a bien un fleuve qui coule en abondance, la Seine. Mais le projet semble compliqué, voire totalement irréalisable. Là, ce n'est pas la distance qui pose problème, c'est la hauteur. Parce que pour avoir l'eau de la Seine, il faut passer par-dessus le plateau de Louvciennes. Et passer par-dessus, c'est monter l'eau à 160 mètres. Mais personne n'a encore jamais réussi à faire monter de l'eau aussi haut. Louis XIV, que rien n'arrête, lance alors un concours. C'est bien un défi personnel que lance le roi en disant mobiliser les scientifiques pour résoudre cette difficulté. On tambourine dans toutes les villes de France, il y a quelques projets, mais enfin ça ne tient pas trop la route. Et ce sont deux Liégeois, Arnold de Ville et Renquin Sualem, qui répondent à la demande. Un entrepreneur, Arnold de Ville, s'associe à un charpentier, Renquin Sualem.
En 1681, sur ordre du roi, il démarre la construction d'un monstre hydraulique, la machine de Marly. Ses dimensions sont titanesques, 57 mètres sur 45. C'était un monstre. C'était un monstre, c'était énorme. Vous vous rendez compte, 14 roues de 12 mètres de diamètre, 6 mètres de large. Ça vous prenait la moitié de la Seine. Une plateforme supportant 14 roues à aubes barre tout un bras de la Seine. Pour leur donner de la puissance, on crée une chute d'eau en remblayant le lit du fleuve en amont et en le creusant en aval. Grâce à l'énergie du courant, ces roues à aubes déclenchent des pompes qui puisent l'eau de la Seine. Un système de bielle-manivelle permet de transformer le mouvement de rotation de la roue à aubes en un mouvement rectiligne nécessaire au fonctionnement des pompes. Arnold de Ville et Renquin-Sualem s'inspirent des systèmes de pompage qui assèchent déjà les mines de charbon. Une mine, quand on la creuse, obligatoirement, elle se retrouve inondée. Donc, on est obligé de pomper pour avoir accès aux minerais d'argent. Le problème, c'est qu'on sait élever l'eau de 50 mètres, on ne sait pas l'élever de 160. Qu'à cela ne tienne, on le fera en 3 étapes, c'est-à-dire 3 fois 50 ou 60 mètres. Les deux hommes installent donc 2 étages avec des réservoirs intermédiaires. L'eau escalade la colline sur une longueur de plus d'1 kilomètre. Un exploit grâce à une autre invention. Les roues à aubes transmettent également leur mouvement à une série de tringles appelés chevalets. Elles actionnent à distance les pompes aux étages supérieurs. Cette opération se répète 2 fois pour atteindre au sommet un nouvel ouvrage, l'aqueduc de Louvciennes. Réalisée en 4 ans, cette méga structure hydraulique constitue une prouesse technique inédite. Sa construction mobilise 1800 ouvriers et nécessite 100 000 tonnes de bois, 17 000 tonnes de fer, 800 tonnes de plomb et de fonte. Ce qui fait qu'elle est exceptionnelle, cette machine, c'est qu'elle est la plus grosse mécanique hydraulique jamais construite par l'homme. On a des kilomètres de tringles et des kilomètres de tuyaux de fond, et tout ça pour les plaisirs du roi. Le 13 juin 1684, la machine de Marly est mise en route en présence du roi. Louis XIV a été assimilé à un magicien, puisqu'il a fait inventer des technologies qui permettaient de faire des miracles. Chaque fois que le roi recevait quelqu'un, il l'emmenait voir la machine de Marly. Donc il s'agit d'une curiosité touristique qui est dans tous les guides de l'époque déjà. On va parler de la 8e merveille du monde. C'est une merveille. L'eau arrive désormais sur le plateau de Louvciennes. Mais encore faut-il l'acheminer jusqu'à Versailles, grâce à un autre ouvrage de taille, un aqueduc souterrain maçonné de 7 km de long, qui fonctionne par la simple gravité en pente douce. C'est vraiment impressionnant comment est-ce qu'on a calculé tout ça à cette époque-là en souterrain et récupérer l'eau sur une butte à l'autre bout de Versailles, c'est vraiment exceptionnel en fait. Celle que l'on surnomme alors la machine la plus complexe de tous les temps fonctionnera pendant 133 ans. Pourtant, malgré sa technologie révolutionnaire, son résultat n'est pas à la hauteur des espérances. L'installation est bruyante et nécessite des réparations continuelles et coûteuses. Cette machine, cette technologie nouvelle, était en fait très dangereuse puisque les articulations des aubes n'étaient pas parfaites, donc il y avait des différences de rythme, beaucoup de bois cassé, et donc il y a eu énormément d'accidents. Et surtout, aussi impressionnante qu'elle soit, elle ne parvient pas à fournir le débit attendu, à peine 30% des volumes espérés. À Versailles, le problème de l'eau n'est donc pas résolu, d'autant que les besoins vont prendre une nouvelle dimension, encore plus démesurée. Car en 1682, le roi s'installe définitivement au château avec 3000 courtisans. Louis XIV crée son château, un jardin, mais aussi une ville. D'un village, il en a fait une ville, et il se devait d'alimenter un peu plus que par des puits les gens. Versailles passe de quelques centaines d'habitants au milieu du XVIIe siècle à 25 000 habitants
dès les années 1690. Donc c'est véritablement le laboratoire d'une ville nouvelle avec tous ses services nouveaux. Et Versailles, attention, on a quand même le Grand Commun, le chenil, les 2000 chevaux des écuries. Si le roi décide de résider en permanence à Versailles, il faut un besoin en eau permanent. 20 ans après le début du chantier, le domaine est 7 fois plus grand, passant de 700 à plus de 5000 hectares. Et maintenant que la cour est installée, le roi souhaite à tout prix voir fonctionner les jeux d'eau tous les jours, pendant plusieurs heures. Et comme il aime ces jeux d'eau, il en demande de plus en plus. Louis XIV se paye le luxe de construire des fontaines temporaires qui ensuite sont totalement démolies. Selon les choix esthétiques, les goûts du souverain, les modes, tout ça a été remanié en permanence. Donc c'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Pour satisfaire le roi et sa cour, on va chercher, cette fois en Italie, la famille la plus renommée des fontainiers, les Franchini. Ils vont imaginer une nouvelle façon de faire fonctionner les fontaines, en recyclant l'eau. Et pour cela, les Franchini organisent dans l'immense parc du château un réseau de 35 km de canalisation. Les Franchini ont créé un réseau qui communique d'une fontaine à l'autre. Chaque fontaine peut être un réservoir pour celle d'après ou pour plusieurs fontaines. Le réseau fonctionne en circuit fermé. La tonne, c'est le réservoir de Bacchus, du char d'Apollon, d'une partie de l'obélisque et d'un autre réservoir qui, lui, alimentera d'autres fontaines. Et s'il ne réalimente pas un autre, il y a un système de trop-plein qui va ramener l'eau vers le Grand Canal. Donc toutes les eaux sont récupérées. À nouveau repompées depuis le Grand Canal, ces eaux sont renvoyées dans les réservoirs pour réalimenter les fontaines. À l'époque, on ne parlait pas de développement durable, mais implicitement, c'était leur manière de faire. Optimiser le réseau pour qu'une goutte d'eau joue plusieurs fois, c'est parce qu'ils savaient que leurs ressources étaient limitées. C'est du jamais vu. On n'a jamais eu un système de distribution pareil. Fait exceptionnel. Ce labyrinthe de connexion est totalement caché. 35 km de tuyauterie et de galeries, à 3 mètres sous terre, sous tout le parc du château. C'est un gruyère, le dessous des jardins du château. Parce qu'il y a des canalisations qui vont aux différents bassins et il y a toujours un cheminement pour les suivre. Au XVIIe siècle déjà, comme aujourd'hui, il fallait pouvoir intervenir à tout moment pour colmater les fuites. Car vu les distances à parcourir, un autre problème, jusqu'alors inconnu, apparaît rapidement. Comment assurer l'étanchéité des tuyaux de grande longueur ? À l'époque, les ingénieurs et fontainiers vont devoir rivaliser d'ingéniosité pour améliorer la résistance des matériaux. On n'a pas une évolution, on a une révolution. Les premières canalisations étaient en bois, donc avaient une durée de vie limitée à 10 ans, pourrissaient. Donc ensuite, on a recouru au plomb. Si vous allez au-delà de 30 cm, vous êtes obligé de surépaissir le tuyau, d'avoir des tuyaux qui ont 5 cm d'épaisseur. Donc des tuyaux qui pèsent vraiment des tonnes et qui risquent de casser lorsqu'on remet en eau la conduite. Autre problème et de taille, la France n'a pas de mine de plomb. Elle doit l'importer d'Angleterre. À défaut, les scientifiques réalisent de nouveaux prototypes de canalisation, cette fois en fonte. Et la fonte est beaucoup plus résistante que le plomb. Donc on va pouvoir fabriquer des tuyaux de 48,6 cm, 18 pouces, en fer, et qui font moins de 2 cm d'épaisseur. Et du fer, on en a partout en France. Et donc c'est aussi le démarrage de l'industrie sidérurgique dans ce pays. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi qu'on a inventé les raccords qui sont faits avec des membranes et puis des vis et des écrous. Donc on voit aussi le début du prêt à assembler, y compris dans les canalisations. Aujourd'hui encore, 80% du réseau est d'époque Louis XIV, parfaitement conservé. Et tout ça, c'est possible
Et ça a été maintenu parce qu'il y a eu des hommes, des fontainiers, qui depuis 330 ans ont su, avec leur savoir-faire, faire les bons gestes pour réparer. Dignes successeurs des Franchini, ils sont aujourd'hui 13 fontainiers à veiller au bon fonctionnement des infrastructures. On entretient encore les réseaux hydrauliques comme ils l'étaient au XVIIe siècle, avec les mêmes techniques, le plomb, les fontainiers qui sont formés à tous ces métiers. On essaie d'être au plus proche des savoir-faire anciens, des raccordements anciens, donc avec ce qu'on appelle la soudure à la louche. Cette pratique originale, spécifique au château, consiste à chauffer l'étain à plus de 300 degrés avant de le verser sur les canalisations à l'aide d'une louche. Avec la louche, on va mettre ce mélange qui va rapidement durcir, parce qu'il va refroidir, sur cette jonction-là. Donc ça a l'air simple comme ça, sauf qu'il faut être rapide, parce que le plomb refroidit vite. Et il faut savoir quel geste il faut faire au bon endroit, au bon moment, pour que partout le plomb adhère et soit homogène. Des méthodes ancestrales que les fontainiers de Versailles associent aujourd'hui avec les technologies de pointe. Comme lors de la restauration du bassin de la Tonne en 2012. Au cœur du jardin, c'est l'une des pièces d'eau les plus prestigieuses. Pendant 2 années, sa structure a été entièrement démontée puis remontée. Les décors sculptés, les marbres, les statues ont été rénovés avec leurs matériaux d'origine. Même la maçonnerie a fait l'objet d'une restauration à l'identique. Avec un objectif, retrouver l'étanchéité de l'époque. Car au XVIIe siècle, les fontainiers font déjà preuve d'une inventivité incroyable dans la construction des bassins. On perfectionne énormément tout ce qui est l'étanchéité des matériaux. Par exemple, on utilise des mastiques, des toiles qui sont finalement l'ancêtre des toiles en matière plastique qu'on utilise aujourd'hui. Donc tout ceci est testé sur les chantiers de Versailles et donc donne lieu aussi à des dépôts de brevets. Plus c'est grand, plus l'étanchéité risque d'être difficile à réaliser. Donc il faut apporter de la glaise pour rendre tout ça étanche. Pour rendre la maçonnerie imperméable, de la terre argileuse est compactée entre des murets. Mais les ingénieurs vont encore plus loin. Ils redessinent entièrement les alentours des bassins. Un système ingénieux d'écoulement de l'eau là où les visiteurs ne voient qu'un simple jardin esthétique. Sur tout le pourtour, on a une sorte de pente. Tout ce terrain-là n'est pas naturel, en fait. On l'a retravaillé avec de la glaise et aussi des zones avec de la terre et du sable pour pouvoir drainer l'eau aussi. Voilà, donc il y a tout un système complexe qui va retenir l'eau. Grâce à ce système inédit de récupération de l'eau en circuit fermé, 6000 mètres cubes d'eau peuvent circuler chaque heure pour faire fonctionner toutes les fontaines du parc. Mais la prouesse des fontainiers du roi ne s'arrête pas là. Pour lui offrir le plus beau des spectacles, ils vont chercher à perfectionner les effets d'eau jusque dans le moindre détail. Pour obtenir un jet d'eau au XVIIe siècle, il faut envoyer de l'eau depuis un réservoir surélevé. Par la seule force gravitaire, sa hauteur atteint approximativement celle du réservoir qui l'alimente. Mais pour obtenir de puissants jets, les fontainiers innovent une fois de plus. Ils conçoivent un dispositif simple mais efficace, l'ajutage. L'ajutage, c'est l'embout qu'on va mettre sur le tuyau. C'est la partie finale qui forme le jet d'eau, donc il est primordial. En réduisant la section des tuyaux au niveau de la sortie, on augmente ainsi la pression, et donc la vitesse de l'écoulement de l'eau. Mais cela présente aussi un autre avantage. Grâce à ces ajutages, on peut transformer l'eau et lui donner une forme. Soit on a sans ajutage une cascade d'eau, comme à la salle de bal, soit un bouillon. Le tuyau sort en grosse section, et cette grosse section fait que ça n'a pas le temps de monter, ça ne peut pas monter, ça fait un bouillon. Plus on réduit, plus ce bouillon va pouvoir garder sa pression, garder sa densité et va pouvoir monter. Et en jouant sur le nombre de trous, leur positionnement et leur diamètre, les fontainiers peuvent démultiplier la forme des jets d'eau à l'infini. Et ensuite, il y a aussi l'importance de la platine, c'est-à-dire la surface où reposent les trous.
Donc cette platine-là ne doit pas être trop épaisse, sinon on va créer une sorte de jet trop fort comme une lance de pompier, ou trop fin, ça va s'éclabousser. Donc le secret, c'est si l'on fait des trous de 8 mm, on fait une platine de 8 mm. Et là, vous aurez des jets parfaits. La maîtrise de la goutte d'eau, c'est ce que l'on recherchait le plus à cette époque-là. Chaque millimètre compte. Grâce à ce calibrage de précision, la fontaine peut aussi raconter son histoire. L'ajutage donne au jet d'eau la forme nécessaire pour illustrer, par exemple, la légende de la tonne, protégeant ses enfants contre les injures des paysans. Dans la mythologie, Latone demande à Jupiter de la défendre, ce qu'il fait en transformant les paysans en grenouilles. L'eau va permettre de traduire cette histoire-là. On voit les paysans qui sont en train de cracher et qui essayent d'atteindre la tonne. Donc leur jet d'eau, l'arceau, va arriver au pied de la tonne. Ensuite, les dernières grenouilles qui sont sur le dernier gradin ne pourront pas l'atteindre parce qu'en fait, Zeus a posé sa protection sur la tonne et donc les jets d'eau vont passer au-dessus. Donc il y a une sorte de protection. Donc ça va faire le dôme de la tonne. En permettant le développement de toutes ces nouvelles techniques, le roi Louis XIV force l'admiration de ses contemporains dans sa volonté de maîtriser la nature. Aucun roi n'a une telle débauche de statues de bronze, de puissance de jet d'eau. Dans un jardin ordinaire, on a 3-4 fontaines, mais là, atteindre 1600 effets d'eau, on est dans quelque chose de totalement irréel et de surpuissant, en fait. Et tout ceci concourt à magnifier la personne du souverain et la France et ses talents. Le château et son parc deviennent une vitrine pour le monde. Sur le Grand Canal, on expose même une flottille, des bateaux en modèle réduit ou même grandeur nature. Notamment le grand vaisseau du canal, qui est de la reproduction en miniature d'un vaisseau de guerre avec des vrais canons de cuivre qui peuvent vraiment tirer. Le message est purement politique, qui est comme à Versailles, on reçoit aussi les ambassadeurs, les souverains étrangers, de montrer que la France n'est pas seulement une grande puissance terrestre, mais également elle a vocation à devenir une grande puissance maritime. On montre le caractère exceptionnel de la monarchie française et aussi de la France qui est capable de le réaliser. Pour faire fonctionner les centaines de fontaines en même temps, pas moins de 4 millions de litres d'eau sont désormais nécessaires. L'équivalent d'une piscine olympique, chaque heure. Face à une telle débauche, le réseau d'alimentation en eau est à nouveau insuffisant. Alors, comment solutionner ce problème omniprésent depuis le début des travaux? En 1685, un ultime projet ambitieux est envisagé. Créer un canal de dérivation depuis la rivière de l'Eure qui coule à l'ouest de Paris. On peut barrer la vallée de l'Eure et amener l'eau de l'Eure à Versailles. Le roi, sûr de lui, se lance dans cette entreprise. C'est sans doute le projet le plus pharaonique. Quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui, on se demande comment est-ce possible. Jamais personne n'aurait l'idée d'aller détourner un fleuve uniquement pour utiliser sa ressource en eau pour alimenter des jardins. Depuis Pongouin, non loin de Chartres, on planifie le creusement d'un canal à ciel ouvert de 80 km. Avec cette solution, 100 000 mètres cubes d'eau pourraient être acheminés à Versailles, suffisamment pour remplacer tous les systèmes déjà existants. Les travaux hors normes débutent en 1685. Ils emploieront jusqu'à 30 000 hommes. Pour aller plus vite, Vauban, chef des armées, fait même appel aux soldats, une main-d'œuvre facilement mobilisable et bon marché. Et donc sur le chantier de l'Eure, sur les 36 000 personnes actives, il y a au moins 22 à 25 000 militaires, donc beaucoup de régiments sont réquisitionnés et mobilisés sur ce chantier. Mais bientôt, un obstacle de taille se présente. La vallée de l'Eure a Maintenon. Et là, la vallée de l'Eure, c'était 70 mètres de hauteur.
Le souverain veut un aqueduc à arcades pour passer à l'éternité comme un grand constructeur avec une infrastructure plus grande que celle des Romains. L'ouvrage devra être gigantesque. 3 étages d'arcades sur 5 km de longueur et 70 mètres de hauteur. Plus grand que le pont du Gard. Rien qu'une seule arche peut supporter 7000 tonnes, l'équivalent du poids de la Tour Eiffel. Son coût, près de 9 millions de livres, soit 11% du prix total du château de Versailles. Louis XIV a clairement péché par gigantisme et aussi par orgueil. Mais l'ouvrage est tellement disproportionné que seul le premier étage sortira de terre à 26 mètres de hauteur. Car sur le terrain, les conditions sont difficiles et de nombreuses épidémies déciment les ouvriers. Rien qu'en 1687, 6000 hommes meurent de la fièvre paludéenne. Les armées françaises ont effectivement perdu environ 4% de leurs effectifs, d'où la mauvaise réputation et la légende noire sur ce chantier. Alors, pour achever l'œuvre plus rapidement, Vauban propose une autre solution technique. Des tuyaux de fonte installés au premier étage de l'aqueduc doivent permettre de traverser en siphon la vallée de Maintenon. Mais moins de 3 ans après le début du chantier, les travaux sont brusquement interrompus. Au printemps 1688, la France entre en guerre contre la Ligue de Augsbourg. Plusieurs pays européens s'unissent après l'annexion de territoires allemands par Louis XIV. Toute l'Europe s'est liguée contre la France. Vauban est parti aux fortifications, bien sûr, et les 20 000 soldats sont partis. Les hostilités durent 9 ans. À la fin du conflit, les caisses du royaume sont vides. C'est là le drame du chantier de l'aqueduc de Maintenon. S'il avait duré 18 mois de plus, aurait sans doute été terminé. Mais comme la guerre l'a interrompu, le chantier est resté en l'état et n'a jamais été repris. Ah, c'est un échec. C'est un échec total, ça. La course à l'eau est définitivement stoppée. En 1690, tous les grands travaux sont interrompus. Mais le rêve royal de Versailles est réalisé. 30 ans plus tôt, les premiers réservoirs pour alimenter les fontaines du parc n'excédaient pas 300 mètres cubes. Désormais, la capacité totale avoisine 8 millions de mètres cubes, 26 000 fois plus. Ça vous donne une idée de l'ampleur des travaux qui ont été faits. On a complètement changé d'échelle en 20 à 30 ans. Mais à quel prix? Au total, les systèmes hydrauliques ont coûté 65 millions de livres, presque 40% de l'ensemble des travaux du château. Sans compter le sacrifice humain, qui s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. En septembre 1715, le roi Soleil s'éteint. À la mort de Louis XIV, lorsqu'on voit ce qui est construit, on a une réussite éclatante. Louis XIV a dompté la nature, car aménager ce site dans de telles proportions était un véritable défi. À partir d'un plaisir du roi, il a développé une science, une technique, une hydraulique qui a fait un développement durable territorial. Savoir récupérer les eaux, les stocker, les garder, ne pas dépenser là où on n'a pas besoin. La gestion de l'eau était complètement maîtrisée et c'est un véritable exemple pour aujourd'hui. De nombreux vestiges ont résisté au temps. Aujourd'hui, le Grand Canal constitue la réserve d'eau principale du domaine et permet la collecte des eaux naturelles. Certes, les pompes modernes remplacent les anciennes sources d'approvisionnement. Mais dans le principe, le stockage de l'eau et le fonctionnement des fontaines sont inchangés. Grâce au maintien des techniques et savoir-faire de l'époque, ce réseau alimente toujours les 55 bassins et fontaines des jardins et permet de produire encore aujourd'hui un spectacle créé sous Louis XIV. Aujourd'hui, ce que l'on propose lors des grandes eaux, c'est mettre l'ensemble des fontaines en eau en même temps, au plus proche de ce que le roi avait vu. C'est ça qui est authentique. Plus de 300 ans après Louis XIV, la magie des grandes eaux continue d'opérer.
Non plus pour le plaisir du roi et de la cour, mais pour celui de millions de visiteurs.